RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Dialectique. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite de l'affaire Lia. On reçoit Gabin Lider qu'on avait eu ici il y a 1 an et demi déjà, le temps passe vite, et qui nous avait parlé de sa situation. Et pour parler aussi de cette affaire, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Ablot. Bonjour. Bonjour. Donc Stéphane Ablot, merci d'avoir fait le déplacement malgré le contexte actuel un peu tumultueux. Quelques mots peut-être. Hier, voilà, en tant que député, j'ai voté la censure du gouvernement. Enfin, ça me semblait être quelque chose d'important. Et puis, il y a un lien direct avec l'affaire vécue par Gabin Lider. Et c'est pourquoi je suis venu ce matin. Ça me semblait être important, parce qu'il ne faut pas déconnecter le local de l'international. La preuve, sa fille a été kidnappée, elle est aujourd'hui à Djibouti, alors qu'il y a les deux jurisprudences françaises et de Djibouti qui ont ordonné qu'ils puissent la récupérer. Et je ne comprends pas comment un gouvernement ne peut pas intervenir pour faire valoir ce droit. On est vraiment là dans le droit international. Je suis aussi commissaire aux affaires étrangères, membre de la commission affaires étrangères. Il faut vraiment en sortir, quoi. Et la situation est à l'image du gouvernement, c'est-à-dire ça va dans tous les sens. Alors qu'en fait, il faut de la cohérence, quoi. Voilà, il y a une décision, on l'applique, et notre rôle, c'est d'être aux côtés de nos concitoyens qui veulent faire simplement usage des droits. Voilà. Alors pour nos auditeurs, nos auditrices, on va un peu resituer le contexte, histoire de cadrer un peu tout ça. Mais avant tout, Gabin, j'aimerais te poser une question. Dans quel état émotionnel es-tu aujourd'hui ? Ça fait maintenant plusieurs années que tu es séparé de ta fille. Comment tu le vis au quotidien ? C'est difficile pour mes parents, pour ma famille, pour moi-même. En février 2025, ça fera 3 ans. 3 ans sans ma fille, c'est inconcevable. Et l'état d'esprit dans lequel je suis, c'est mentalement, on ne lâche rien. On lâchera rien jusqu'à ce que ma fille rentre auprès de sa famille. Alors, quel souvenir, toi, tu gardes en particulier des derniers moments que tu as passés avec elle? C'est vrai qu'on a déjà une émission, et je renvoie tous nos auditeurs et nos auditrices à cette émission réalisée il y a 1 an et demi, où tu situes bien le contexte, et tu parlais justement du fait que tu étais allé à Djibouti en août 2022, si je ne me trompe pas, et c'est la dernière fois que tu as vu ta fille. Exactement. En gros, je la vois de temps en temps sur WhatsApp en appel visio, mais la dernière fois que je l'ai vue physiquement, c'est entre juillet et août 2022. Depuis, je ne l'ai jamais revue. Et entre-temps, il y a eu pas mal de choses depuis notre dernière émission. Il y a eu notamment des décisions judiciaires. Est-ce que tu peux nous situer d'abord le contexte de tout ça ? Qui est Lia, qui est ton ex-compagne, et qu'est-ce qui s'est passé ? Mon ex-compagne, Idil Omar Bobé, décide de partir en février 2022 sous prétexte... de partir à Djibouti. Sous prétexte d'un voyage d'affaires d'une durée de 3 mois. Donc moi, elle m'explique qu'elle veut partir avec ma fille. Elle était déjà partie 1 an auparavant. Et moi, je lui explique que partir 3 mois et ne pas voir ma fille pendant 3 mois, moi, c'est impossible et inconcevable pour moi. Donc on avait coupé la poire en 2. Je devais venir au bout d'1 mois à Djibouti, rester 15 jours et récupérer ma fille. On aurait fait 1 mois et demi. Elle aurait pu rencontrer sa famille à Djibouti, et tout est bien qui finit bien. Malgré la séparation, c'est la mère de ma fille. Je voulais pas que ça se passe mal. Donc on essaye d'être arrangeant. Et au final, j'ai été totalement arnaqué. Et je me suis rendu compte, j'ai découvert le poteau rose quelques semaines après. Et s'en est suivi d'un long combat judiciaire où j'ai obtenu la garde exclusive, où j'ai gagné devant la cour d'appel de Nancy. Et enfin, à Djibouti, où j'ai obtenu l'exéquatur. Donc du coup, il y a des accords bilatéraux qui existent entre la France et Djibouti, et il faut tout simplement appliquer la justice des deux pays. Il faut travailler main dans la main, et la situation actuelle, faut pas se moquer du monde, c'est kafkaïen, c'est impossible. Avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, comment c'est possible que je n'ai pas récupéré ma fille? Ça a été médiatisé, tout le monde est au courant.
Le chef de la nation, monsieur Emmanuel Macron, est au courant. J'ai un courrier qui le prouve. Donc, si avec tout ça, ma fille n'est pas là, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. On parle d'implication politique, on va y revenir. Gabin, tout d'abord, monsieur le député, qu'est-ce qui vous a poussé à soutenir Gabin leader dans ce combat et quels efforts avez-vous entrepris pour interpeller par exemple les autorités françaises sur cette affaire? Je crois que beaucoup vivent de manière personnelle aussi des trajectoires qui sont les leurs. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans les explications de chaque vie privée. Moi-même, j'étais enfant divorcé quand j'étais petit, je me suis construit comme ça. C'est des traumatismes, c'est des souffrances. Après, bon, faut pas non plus toujours se lamenter, faut pouvoir avancer. Mais quand on comprend ce que cela signifie, on ne peut pas être insensible. Je veux dire, un enfant a besoin de ses parents. Gabin, c'est le papa. Donc, je veux dire, c'est un combat qui est normal, légitime, et qui est d'autant plus légitime qu'on doit le soutenir quand on a soi-même connu pour d'autres raisons, dans d'autres circonstances, d'autres combats, quoi. Et c'est le combat de la vie, de celles et ceux qui aiment leur famille, quoi, tout simplement. Donc après en dehors de ces aspects-là affectifs, il y a aussi un aspect légal. Vous avez une justice qui doit s'appliquer. Alors hier, c'est étonnant parce que hier matin, en commission affaires étrangères, je suis intervenu sur... Alors c'était la convention d'extradition entre des personnes, entre le Cambodge et la France. Alors nous, on a notre justice, le Cambodge a sa justice, et ensuite il y a une convention qui se met en place. On doit définir des axes communs. En gros, vous avez quelqu'un qui est dans le narcotrafic, qui est emprisonné en France. Eh bien, si c'est quelqu'un de cambodgien, le Cambodge peut l'extrader. Ou vice-versa, un Français qui est au Cambodge. Donc, on a deux justices qui ne sont pas les mêmes, mais qui se rencontrent. Donc, elles définissent une convention. Là, on a Djibouti, la France, et à un moment donné, les deux se sont rencontrés, et il y a possibilité légale, c'est même une ordonnance, de récupérer la petite et de la ramener ici en France. Et on voit après comment cette affaire a fluctué. Donc nous, notre rôle, enfin moi le mien en tout cas, je suis en relation directe avec alors, le ministre des Affaires étrangères, qui ne l'est plus. Un gouvernement va être nommé. Technique ou politique, ça ne change rien. Mon rôle, ça va être d'interpeller, y compris directement le chef de l'État. Vous aviez évoqué... On ne lâchera pas. C'est une affaire de droit universel, droit international. Donc, on a cette chance-là de pouvoir voir en direct les ministres ou le président de la République. Je veux dire, il faut simplement que ça bouge. On ne peut pas lâcher l'affaire. Vous aviez évoqué un manque de réponse claire peut-être du ministère de la Justice. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer le processus selon vous? Il faut que la France se fasse respecter au niveau international. Donc c'est difficile dans ce contexte actuel, mais c'est possible et il faut rien lâcher. Donc ce que la nation peut plus faire au niveau du sommet de l'État, le citoyen peut le faire au niveau de la base de l'État. Et pour moi, il y a pas c'est pas péjoratif quand on dit base, c'est là où les gens vivent. Gabin, lui, est sur le territoire de Nancy, mais son affaire est internationale. Et c'est très bien que vous puissiez filmer et puis interviewer aujourd'hui, parce que il faut faire vivre les choses. Et moi, j'ai un message à dire à Djibouti. C'est pas, pour moi, c'est pas un coup d'épée dans l'eau. C'est, on vous remercie de faire appliquer la loi, et on viendra vers vous pour que vous ouvriez les portes et puis que Gabin puisse récupérer, aller chercher sa fille, quoi. Vous avez parlé moi, je suis prêt à l'accompagner s'il y a besoin. Alors, dans le contexte là, bien sûr, dans le contexte actuel, c'est compliqué. Mais justement, vous avez parlé, vous, des conventions internationales. Est-ce que celles qui sont mises en place actuellement sont suffisantes pour régler ou arriver à gérer ce type de situation complexe? On arrive dans une situation où le gouvernement français n'a pas vraiment répondu non plus. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur la convention qu'on a votée hier en commission affaires étrangères, entre le Cambodge et la France, c'est particulier. Dans l'affichage, dans l'intention,
il est dit que voilà, le droit sera respecté. Et en réalité, on se rend compte que des prisonniers là-bas au Cambodge le sont pas parce qu'ils sont des criminels, ça c'est le prétexte, c'est parce qu'ils sont prisonniers politiques par exemple. Et nous on l'a bien expliqué dans la Convention que quand il s'agissait de prisonniers politiques ou des journalistes ou dont la liberté d'expression est bafouée, on pouvait pas non plus jouer le jeu de l'État qui bafouait des droits des droits de l'homme. Donc là, on a un État de Djibouti, une gouvernance qui dit des choses, mais qui ne les applique pas. Donc, moi, je crois qu'il faut continuer à espérer dans une convention. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut une convention, il faut appliquer les règles. Donc, je pense que Djibouti doit répondre de ce droit international auquel il adhère. Donc, normalement, Gabin connaît mieux l'affaire que moi, mais il parlait d'exéquature. Voilà. Donc, tu peux rappeler, Gabin, exactement ce que ça signifie pour les auditeurs? C'est-à-dire que la garde que j'ai eue en France, que j'ai eue devant la cour d'appel, elle a été exéquaturée à Djibouti. Ça veut dire que à Djibouti, comme en France, je suis détenteur de la garde exclusive. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance du jugement français à l'étranger. Donc à partir de là, pourquoi m'octroyer l'exéquature si c'est pour ne pas l'exécuter? Elle est là la question. Et je repense à un courrier en personne que j'ai reçu de M. Séjourné, l'ancien ministre des Affaires étrangères, me précisant qu'il était, entre parenthèses, voilà, c'est bien, vous avez obtenu la garde exclusive, vous avez obtenu l'exéquature à Djibouti, mais là, c'est botte en touche, Djibouti est un pays souverain. Bien sûr que oui. Et je ne suis pas contre le fait que Djibouti soit un pays souverain. Mais la souveraineté, ça appelle quoi? Ça appelle à appliquer les décisions de justice de leur pays. C'est ça la souveraineté. Donc si on octroie une exéquature pour ne pas l'appliquer, là, il n'y a plus de souveraineté. Donc je ne vois pas pourquoi on parle de souveraineté quand on m'envoie un courrier. Non, c'est juste appliquer les deux décisions de justice et travailler ensemble avec ces accords bilatéraux. Point final. Tu dis avoir eu une réponse de Stéphane Séjourné, ancien ministre des Affaires étrangères. À l'époque, il y a 1 an et demi, tu t'étais plaint de ne pas avoir eu de considération de la part du ministère de la Justice. C'était Éric Dupond-Moretti qui était en poste à ce moment-là. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que tu as eu un peu plus entre guillemets, de nouvelles de leur part ou un peu de considération? Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a pu me reprocher de m'être allié ou d'avoir contacté l'opposition djiboutienne. Ce que tu avais fait? Ce que j'ai fait, mais concrètement, c'est parce que quand j'ai demandé l'aide du gouvernement djiboutien, parce qu'il y avait un conseiller en communication, dont je ne citerai pas le nom, que j'ai rencontré au Kinépolis, conseiller de communication d'Ismaël Omar Guelleh, que je connais personnellement parce qu'il connaissait la famille de mon ex-conjointe. Et à ce moment-là, ce monsieur m'a dit « Ta fille est française, donc tu dois voir ça avec l'ambassade de France à Djibouti, tu dois faire respecter la décision de justice, blablabli, blablabla, t'inquiète pas, on te soutiendra. » J'ai plus aucun soutien. Donc moi, à un moment donné, je cherche et je pose des questions, je demande à l'opposition, et l'opposition m'explique que je n'aurai jamais de réponse d'Éric Dupond-Moretti. Pourquoi? Parce que c'était tout simplement l'avocat du président de la République de Djibouti. Donc il y a clairement un conflit d'intérêts dans cette histoire. Mais laisser un concitoyen français avec une fille française enlevée à l'étranger, le laisser sans réponse malgré tous les courriers que j'ai pu envoyer, malgré un courrier qui a été co-signé par Stéphane Ablot et par Mathieu Klein, comment c'est possible? À un moment donné, il y a un bug dans la matrice. Là, tu pointes le doigt sur quelque chose qui est peut-être fondamental dans cette affaire, ce sont les relations diplomatiques entre la France et Djibouti. Dans quelle mesure elles pourraient compliquer le fait d'arriver à une résolution de cette affaire? Alors pour les auditrices ou les auditeurs qui vont nous regarder ou les téléspectateurs, Mathieu Klein, donc c'est le maire de Nancy. Ici, on le connaît localement, mais comme on peut avoir aussi celles et ceux qui nous regardent peuvent être habités très loin, bien sûr, parce que grâce à vous, on touche beaucoup de monde. Et on les salue d'ailleurs. Donc il est maire de la ville de Nancy où on est ici, et puis président de la métropole du Grand Nancy, et il a des relations aussi avec avec l'État français. Et donc, il est lui-même officier d'État, puisque en tant que maire.
Et moi-même, en tant que député, effectivement, on avait signé ce courrier. Alors, l'application, moi j'ai confiance. Je pense que c'est l'honneur aussi d'un pays d'appliquer ses règles. Alors, on peut comprendre, il peut y avoir des tergiversations, des conflits d'intérêts, comme Gabin vient de les évoquer. Et ça fait partie de la vie, mais à un moment donné, il faut reconnaître ses erreurs. Et je crois que la seule issue possible, c'est le respect des règles. Faute de quoi, on peut considérer que ces règles, c'est un apparat et qu'on n'est plus dans la règle, mais qu'on est dans une république bananière, ce qui n'est pas le cas, puisque par définition, il faut aussi une constitution, et il faut l'application des règles qui caractérisent, qui animent cette constitution. Donc il faut appliquer la loi. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait revoir... Il faut des relations diplomatiques. Donc il faut aussi jouer avec les ambassadeurs, il faut pouvoir aller sur place, et simplement, c'est l'honneur des deux nations, quoi. Est-ce qu'elles sont capables de discuter, de dialoguer, de mettre en place... Après, c'est toute l'image qu'elles peuvent avoir, quoi. Faut arrêter avec les relations, peut-être de son ex-femme, qui serait bien avec telle personne, de tel pouvoir, mais ça n'a aucun rapport. Ça, c'est des... Comment... on n'est pas dans une affaire... L'État doit appliquer le droit commun et pas défendre les intérêts privés de tel citoyen qui arrangerait telle situation. Enfin, je veux dire, sinon il n'y a plus d'État, quoi. En parlant de droit, justement, est-ce que vous pensez qu'il faudrait revoir la législation française ou internationale pour mieux protéger les enfants dans des situations similaires? C'est pas qu'il faut revoir, c'est que pour que ça fonctionne, il faut être deux. Il faut deux États. Donc, moi, je crois que la France, quand même, malgré ses défaillances, on l'a vu hier pour la censure, elle fonctionne, les institutions fonctionnent, la preuve. On a pu voter, on est libre, on n'a pas eu de pression, on est vraiment libre de nos choix. Bon, moi, je crois que l'État français doit rentrer en contact avec Djibouti, et puis après avoir une relation sincère, et que les deux fonctionnent ensemble, main dans la main. Donc appliquer la règle qui a été définie. Finalement, est-ce que vous ne faites pas peut-être cavalier seul sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des sujets similaires qui ont été traités par des collègues à l'Assemblée, ou est-ce que ce sont des situations que vous avez l'occasion de discuter? Rien n'est facile, tout n'est jamais très clair. Mais à un moment donné, il faut aussi avancer. Je donnais l'exemple tout à l'heure des relations avec le Cambodge. On a d'autres exemples avec d'autres États. En fait, Gabin le dit souvent, c'est plutôt, on est dans une situation particulière avec des États qui ne se respectent pas forcément eux-mêmes, puisqu'ils disent des choses, ils ne les font pas. Donc c'est à eux aussi de mûrir, et c'est tout à leur honneur. Et moi, je crois que Djibouti prend une dimension internationale légitime en appliquant les règles. Et nous, on leur tend la main pour leur dire, écoutez, vous avez cette perspective-là, et c'est tout à votre honneur. Cette affaire locale devient une affaire d'État. Internationale. Moi, je poserai une question au prochain gouvernement, sans aucun souci, puisque c'est un citoyen local qui est aussi un citoyen mondial, puisque sa fille, elle se trouve loin d'ici. 7000 km, c'est ça, à peu près. On dit souvent loin des yeux, loin du cœur, mais c'est pas le cas. Elle peut pas être enlevée du cœur de son papa, quoi. Gabin, donc on a parlé du soutien ou du non-soutien de certaines autorités françaises. Il y a aussi ce rôle, la dimension politique de cette affaire. Quel rôle, selon toi, ça a joué? On parlait de la proximité de la mère de Lia avec des personnalités influentes. On l'a évoqué il y a 1 an et demi. Stéphane Ablot parlait du fait aussi qu'il faut éviter de rentrer dans des républiques bananières où on avantage les intérêts privés de quelques-uns par rapport à la loi. Toi, quel est ton regard là-dessus? Mon regard, moi, je veux rester seulement factuel. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas en train de m'allier à l'opposition, d'être contre le président de la République de Djibouti ou contre le président de la République française. Tout ce que je veux, c'est être factuel et récupérer ma fille et appliquer les règles qu'il y a eu entre les deux pays. Par contre, quand la diaspora djiboutienne me contacte, et quand la diaspora djiboutienne sur les réseaux sociaux, via des radios au Canada ou même n'importe où dans le monde, publie des vidéos ou des photos de la mère de ma fille
avec la garde présidentielle. Il y avait un défilé de l'indépendance il y a 2 ans, et je la vois à quelques mètres de la première dame à Djibouti. Là, ça me pose question. C'est concrètement quel rôle a la mère de ma fille à Djibouti? Comment elle peut avoir cette impunité? Comment elle peut refuser de répondre à la justice française, répondre aux médias français? Elle ne répond à personne, elle fait que ce qu'elle veut. Et ça me pose réellement question. Et quand je vois aussi... et là, c'est malheureux d'en arriver là. Et là, ça m'a perforé le cœur de savoir que la mère de ma fille peut apparaître à Djibouti dans des articles où on parle de prostitution, où on parle de trafic de cocaïne, où on parle de graves implications. Donc je ne dis pas que c'est vrai. Je ne me permettrai pas de dire ça parce que j'en ai aucune preuve. Mais en tout cas, moi, il y a des articles que je vois de la diaspora djiboutienne. Et là, ça m'interpelle. Et là, j'ai vraiment peur quand je vois ma fille en photo dans un restaurant qui s'appelle Vogue avec la maman, et ce restaurant apparemment abriterait un réseau de prostitution. Là, oui, là, j'ai vraiment peur. Qu'est-ce qui freine alors les choses dans le processus de récupération de ta fille aujourd'hui? Je suis en contact directement avec le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères. J'ai 2 interlocutrices. Et je trouvais que ça avançait. On avait, on va dire, quelque part un peu créé de liens. On pouvait s'appeler, on pouvait se donner des nouvelles. Qu'est-ce que moi je souhaitais? Et tout ce que j'ai demandé, rien n'est pris en compte. J'ai demandé à être protégé auquel cas où je vais à Djibouti, car j'ai reçu des menaces de mort. L'ambassade de France a dit clairement qu'il ne ferait strictement rien. J'ai demandé à ce que l'ambassade de France puisse aller au domicile de la maman pour exéquaturer l'exéquature avec l'aide d'un huissier de justice djiboutien. Rien. Mais par contre, quand je reçois un mail du ministère des Affaires étrangères me stipulant que la maman a demandé une bourse pour l'école de ma fille, et je précise d'ailleurs que l'éducation nationale française, et plus particulièrement l'AEFE, est en tort et dans l'illégalité la plus totale, étant donné que je suis seul détenteur de la garde exclusive, donc de l'autorité parentale. Depuis la décision de justice. Depuis la décision de justice. De février, c'est ça? De février, c'est ça. De cette année. C'est ça. Donc comment c'est possible? Et même de 2023. Donc ça fait deux années de suite que ma fille est inscrite à l'école Dolto à Djibouti, une école française privée, sans mon accord. Avec une bourse française? Avec une bourse pour la première année. Et là, la deuxième année, ils se permettent quand même de m'envoyer un courrier, un mail, donc le ministère des Affaires étrangères, pour me préciser que la maman a demandé une bourse, mais que vu que je suis seul détenteur de l'autorité parentale, c'est à moi de décider si ma fille doit être inscrite et si si la maman peut avoir une bourse. Mais comment c'est possible? C'est-à-dire que là, on voit tout le contraste et tous les problèmes que ça... Les contradictions totales entre le ministère des Affaires étrangères, entre l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a une communication entre ces 2 ministères? Penses-tu qu'il y a une communication? Oui, ils communiquent entre eux. Par rapport à cette affaire? Par rapport à cette affaire, oui, ils communiquent entre eux. La justice et les affaires étrangères. Pour l'éducation nationale et l'AEFE, j'ai aucune nouvelle. Donc ça, je peux pas vous dire, j'ai pas le suivi de ma fille, j'ai rien. Rien du tout. Le seul suivi que j'ai, c'est les appels que je peux avoir en visio avec ma fille. C'est tout. Alors, Stéphane Ablot, comment on peut faire pour essayer de délier cette situation? Il faut continuer le combat. C'est un combat. Il faut que le Djibouti réagisse. Moi, pour ma part, je conclurai, ou plutôt j'introduirai la future action qu'on va mettre en œuvre. Nous, on envoie des courriers, pour l'instant on en est là, mais il faut pouvoir aussi réagir, se rencontrer. Je demanderai une mission, moi, à la commission, pour voir si je peux effectivement aller sur place. Et je pense à l'école dont Gabin vient de parler, puisque ça se passe à Djibouti, l'école Françoise Dolto. École Dolto. Alors, Dolto, donc c'est quand même quelqu'un qui est important dans l'histoire de la pédagogie, de l'enfance. Et Françoise Dolto avait créé les maisons vertes. Il me semble que c'est ça, on pourrait vérifier, je crois. Et donc, en fait, il s'agit de lieux de parentalité où des professionnels de l'éducation, de la petite enfance, rencontrent aussi les parents. Donc l'enfant se rend compte qu'il y a les parents, il y a aussi l'éducation, puis il fait le lien, et ça permet de le faire évoluer dans un cadre à la fois affectif et parental, et puis un cadre aussi professionnel et éducatif. Mais pour qu'il y ait les parents, il faut aussi qu'il y ait, dans les parents, qu'il y ait le père. Donc je veux dire, voilà, si Djibouti
veut être fidèle à l'esprit de Françoise Dolto, c'est bien beau de donner des noms, mais après, il faut aussi pouvoir les respecter l'état d'esprit, et puis appliquer les règles. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et vous êtes prêt à aller à Djibouti alors? À l'école Françoise Dolto, rendre hommage à l'esprit de Françoise Dolto pour que un père voit sa fille, et ce qui serait normal, quoi. Moi, j'ai confiance après dans la raison qui doit l'emporter. De toute façon, la raison l'emportera. On l'espère. Ça ne peut pas être autrement. On l'espère. C'est évident. Alors, en parlant de papa, on va s'octroyer une petite pause musicale avec un morceau de Kendrick Lamar qui s'appelle Father Time. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est toujours sur RCN 90.7, on parle de l'affaire Lia, cette affaire d'enlèvement. On est avec Gabin Lider, on était avec monsieur le député Stéphane Ablot. Donc Gabin, tu voulais parler un peu du rôle de l'ambassade de France aussi dans cette affaire? Oui, ce rôle qu'ils n'ont jamais pris à cœur et qui... J'ai toujours été, je pense, je sais pas pourquoi, peut-être boycotté par l'ambassade de France. Je les ai contactés à plusieurs reprises. Au début, j'ai eu un interlocuteur qui s'appelait Pascal Laureau. Ensuite, lui, il est parti. Il m'avait dit que cette affaire, étant donné qu'il y avait des courriers qui avaient été envoyés, ça aurait de l'impact. Ça, on n'a pas eu. Et ensuite, j'ai eu aucune réponse. Et la seule interlocutrice que j'ai, c'est cette femme du ministère des Affaires étrangères. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi, quand moi je demande de l'aide, quand moi je demande à l'ambassade de France de se déplacer au domicile de madame, ça a été refusé. Quand je demande d'être protégée, ça a été refusé. Mais par contre, elle peut aller tranquillement au consulat. Elle peut demander à avoir une bourse pour l'école de ma fille. Et là, ils sont carrément allés à son domicile et ils ont constaté dans quelles conditions vivait ma fille. Donc apparemment un appartement assez vétuste, mais ma fille a sa chambre individuelle. Apparemment il y aurait un jardinier. Je voudrais bien savoir si elle n'a pas de moyens pour payer une bourse, comment elle peut payer un jardinier et une servante. Et tout ça pour justifier le fait qu'elle puisse avoir cette bourse. Donc moi, ça m'interpelle. C'est qu'elle, elle fait des demandes, alors qu'elle a enlevé ma fille, et que l'ambassade de France en est conscient. Malgré tout ça, ils vont au domicile, et quand moi, je demande de l'aide, il n'y a plus personne. Et donc, pour poursuivre ça, on a eu l'occasion d'interviewer Samatar Osman. Qui est-il? Est-ce que tu peux nous le présenter? Cette personne, c'est mon père qui l'a contacté, parce que je pense que sans mes parents, on n'en serait pas là. Et on avance comme on peut, et on a eu un contact via la diaspora djiboutienne qui nous a dit de contacter ce monsieur, ce Samatar Osman. Et mon père l'a contacté, et depuis, on est tous les jours au téléphone avec lui. Constamment. C'est un opposant politique qui ne peut plus vivre à Djibouti. Opposant au régime présidentiel. Actuel de Mais par contre, il ne fait partie d'aucun parti. Voilà. C'est juste quelqu'un qui lutte pour le droit international, quel qu'il soit. Très bien. Eh bien, on va écouter tout de suite l'interview de Samatar Osman. Pour me présenter en quelques mots, mon nom est Samatar Osman Omar. Je suis né à Djibouti. À l'époque, c'était le territoire français des Afars et des Issa, qui, par la suite, est devenu la République de Djibouti en 1977. Donc, pour résumer, je suis un franco-djiboutien exilé actuellement, et cela depuis le 10 août 2019, en France. Je suis actuellement le président cofondateur de Radio Bukao, qui est la principale radio d'opposition djiboutienne et qui est immatriculée à Paris pour des raisons évidentes de sécurité, bien évidemment. Depuis fin 2012, je suis un activiste au sein même du pays, à l'intérieur du pays. Quand je dis activiste, en fait, j'opérais depuis Djibouti, dans l'anonymat, bien évidemment, et j'opérais sous le pseudonyme de Uno Djibouti, ou comme certains le disent, Uno Djibouti. Et depuis 2013, je documente également les cas de violation des droits de la personne à Djibouti avec plusieurs ONG de défense des droits humains. Et dernièrement, avec MENA Rights Group, qui est une ONG de plaidoyer juridique qui est basée à Genève et qui défend et qui promeut les libertés des droits fondamentaux dans la région du Moyen-Orient, l'Afrique et l'Afrique du Nord en particulier. Donc,
À ce titre, en ma qualité de défenseur des droits de l'homme, en fait, je signale les cas de violation des droits humains qui sont commises à Djibouti et bien évidemment, j'assure une liaison entre les familles de victimes et les organisations non gouvernementales, mais également avec le Comité des droits humains des Nations Unies à Genève. Et périodiquement, nous diffusons sur notre radio, à Radio Bukao, des bulletins d'information à ce sujet. Comment suis-je rentré en relation avec la famille leader? En fait, c'est la famille leader qui est venue à moi, notamment le grand-père de Lia, Laurent Leader, le papa, bien évidemment, le papa de Gabin. Et il est rentré en relation avec moi, c'était si mes souvenirs sont bons, c'était fin juin 2023, juste après le jugement qui a eu lieu en premier appel en France concernant la garde exclusive de Gabin sur sa fille Lia, bien évidemment. Donc, à l'époque, il y avait soustraction d'enfants. Ensuite, il y a eu le jugement qui a eu lieu. Donc, la garde de l'enfant qui a été octroyée au papa, la garde exclusive qui a été octroyée au papa, Gabin. Et la famille ne savait pas quoi faire. La famille ne savait pas quoi faire. Elles étaient on va dire, dans le flou total. Elles étaient pratiquement en train de sombrer. Elles ne savaient pas comment traiter ce dossier-là. Donc, il y a certaines personnes, notamment une personne dont je ne dévoilerai pas le nom, qui leur a dit de contacter Radio Bukao. Donc, le grand-père de Lia, notamment Laurent, nous a joints via la messagerie de Radio Bukao, le Messenger. Donc c'est moi qui ai répondu, c'est moi qui l'ai appelé et depuis tout ce temps, j'aide cette famille et je soutiens pour que la petite revienne sur le territoire national français. Donc tous les soirs, en fait, on a passé pratiquement plus d'un an et demi en contact au téléphone, matin, midi, soir, pour traiter, pour faire des retours d'expérience, mettre en relation la famille avec des avocats à Djibouti, les mettre en relation, en fait, essayer de mettre en place une stratégie, que ce soit médiatique, que ce soit juridique, judiciaire, tout ce que vous voulez. En fait, nous avons été quasiment en contact pratiquement tous les jours. J'ai été quasiment en contact pratiquement tous les jours avec M. Laurent Leader. Voilà. C'est comme ça que notre relation a débuté. Il y a eu 2 jugements, un en première instance et un second en appel, au niveau du JAF de Nancy, juge des affaires familiales, qui a octroyé la garde exclusive au papa, à savoir Gabin Leader. Depuis lors, nous avons trouvé un avocat à Djibouti pour la famille Leader et nous avons réussi à exéquaturer le jugement français qui est également devenu un jugement djiboutien. Cela veut dire quoi exéquaturer? C'est une décision d'un pays étranger qui est validée et exécutoire dans un autre pays. D'autant plus que la France et Djibouti sont liés par un accord judiciaire de coopération judiciaire qui a été signé en 1986. C'est grâce à cet accord que Peter Sherif, le terroriste, a été rapatrié sur la France en décembre 2018. Et bizarrement, pour la petite Lia, rien ne bouge. Rien ne bouge, rien ne bougera, parce que c'est la famille du président, la famille proche, à savoir la première dame et sa fille, qui bloquent le rapatriement de la petite Lia. À croire qu'ils sont au-dessus des lois. Je pense que cette indulgence doit certainement venir non seulement du fait qu'elle soit amie avec la famille présidentielle, mais il y a plus. Il y a certainement plus, et je la soupçonne de détenir des secrets. Franchement, là, il y a anguille sous roche.
parce qu'elle baigne totalement dans l'impunité. Comment se fait-il que la première dame puisse appeler le procureur de la République de Djibouti pour qu'il arrête la procédure de rapatriement de la petite Lia le jour de son audience au parquet? Donc, elle doit certainement détenir des secrets contre la famille présidentielle. Mais elle doit certainement détenir d'autres secrets parce que là, je me pose également des questions vis-à-vis des autorités françaises parce que cette dame rentre librement dans l'ambassade, dans le consulat français à Djibouti et ressort tranquillement. Elle arrive à scolariser sa fille dans une école française sans que personne ne lui dise quoi que ce soit. Donc, je me pose des questions. Pourquoi ai-je quitté le pays? En fait, c'est tout simple, pour des raisons de sécurité. En fait, mon vécu est digne un petit peu d'un polar ou d'un film d'espionnage, parce que depuis 2013, comme je vous ai dit précédemment, en fait, j'étais un activiste dans l'anonymat, certes, mais à l'intérieur du pays. Donc, je devais faire très, 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 très attention à ma sécurité. Et à ce titre, je documentais, comme je vous l'ai dit également, tout ce qui est violation des droits de l'homme, les assassinats, les enlèvements, les tortures, les actes de torture pour le compte de différentes ONG des droits humains et du Comité des droits de l'homme, mais également pour la presse internationale. Donc, je me suis aperçu au fil des mois, dans le courant 2018, que mes comptes ont commencé à être... il y avait plusieurs tentatives de hacking, quelqu'un en fait tentait de craquer, que ce soit mon Facebook, mon Twitter ou mon YouTube. Donc, j'ai commencé à m'inquiéter. Donc, j'ai pris les devants parce que si je me faisais arrêter à l'intérieur du pays, j'étais mort, tout simplement. Tout simplement, j'étais mort et je disparaissais de la circulation. Donc, il a fallu, pour ma propre sécurité, que je quitte le pays avant qu'on découvre ma vraie identité. Parce que j'étais activement recherché depuis des années par les autorités djiboutiennes. Donc, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel aux services secrets chinois. Et c'est les services secrets chinois qui ont réussi à craquer mon compte Facebook. Heureusement pour moi, j'étais déjà très loin. On va dire pas très loin, mais j'étais à Nairobi. Donc, mais par contre, Nairobi, c'était à côté. C'était à côté et on pouvait toujours m'atteindre. Donc, dès qu'ils ont craqué, que j'ai su qu'ils ont craqué, j'ai relevé les adresses IP d'où le hacking est parti. En fait, il y a eu 3 endroits, 2 endroits à Djibouti, non, pardon, un endroit à Djibouti, un endroit, un hacker qui se trouvait en Allemagne et le troisième qui était en Chine, à Hong Kong, exactement. Donc, tout de suite, première chose que j'ai fait, je suis allé me réfugier dans l'ambassade de France à Nairobi. Et c'est grâce à eux que je suis revenu en France. En quoi l'affaire Lia est inédite entre la France et Djibouti? Ben, c'est simple, c'est une première. C'est tout simplement une première. L'enlèvement d'un enfant français depuis la France vers Djibouti. C'est une première, c'est inédit. C'est inédit, c'est inédit. Contrairement à l'assassinat du juge Borrell à Djibouti, qui est, elle, une affaire purement politique, étatique, je vais dire, grâce aux réseaux sociaux, en fait, cette affaire, l'affaire Lia, elle est devenue virale. Elle est devenue carrément virale avec une très, très, très forte interaction entre les deux peuples. Donc, elle est inédite. Non seulement c'est une première, mais en plus, c'est du people. C'est du people, tout simplement. Et comme je l'ai cessé de répéter depuis toutes ces années, en fait, en plus d'être un État voyou, Djibouti est devenu également le refuge de tous les terroristes et autres hors la loi de la planète. Exemple, Peter Sherif. Peter Sherif, en 2018, ben, il a été retrouvé à Djibouti. Il se cachait à Djibouti alors qu'il était recherché par toutes les polices du monde entier suite aux attentats de Charlie Hebdo. Eh ben, monsieur se cachait
tranquillement à Djibouti. Et en plus de ça, il était réfugié à Djibouti. Il s'est réfugié en 2018. Depuis 2018, en fait, il a été arrêté et ramené en France en 2018. Mais tout ce temps, en fait, il se cachait à Djibouti avec le concours de l'ancien directeur de la police nationale, qui lui avait octroyé de faux papiers, une fausse identité également. Et le pire de tout cela, il avait un emploi auprès d'une société locale qui plus est, était sous contrat avec les forces armées françaises. Donc voilà. L'affaire Borrell, en fait, c'est un conflit politique entre la France et Djibouti et qui perdure depuis une trentaine d'années maintenant. En fait, l'affaire Borrell concerne l'assassinat à Djibouti d'un magistrat français qui s'appelait Bernard Borrell et ses multiples développements judiciaires et médiatiques et également politiques, bien évidemment. Bernard Borrell, c'était l'ex-procureur de Lisieux entre 1988 et 1995. Il a été détaché à Djibouti auprès du ministère djiboutien de la Justice pour effectuer une mission de coopération. Quand il disparaît, en fait, il a disparu vers le 18 octobre, oui, c'est ça, 18 octobre 1995, et son cadavre a été retrouvé le lendemain dans un ravin, en partie calciné. Au début, l'hypothèse du suicide a été, dans un premier temps, privilégiée par les autorités djiboutiennes, mais également françaises. Mais en février 1996, en fait, volte-face, la justice française a requalifié, à la suite d'une information judiciaire, en assassinat, en fait. Et en fait, Isabelle Borrell, veuve de la victime, était elle-même magistrate à Toulouse, mon lieu d'habitation actuel. Et elle accuse toujours Ismaël Omar Guelleh, l'actuel président, alors directeur du cabinet présidentiel, d'avoir commandité l'assassinat de son mari. Pour conclure, je vais directement m'adresser au président français, M. Macron. Monsieur Macron, d'après mes sources, vous allez aller à Djibouti bientôt pour aller voir les forces armées françaises stationnées à Djibouti pour les fêtes de fin d'année. À votre retour, au nom du peuple français, je vous prie de bien vouloir ramener la petite Lia. Il y va de votre crédibilité. Parce qu'il y a eu deux décisions de justice françaises, une décision de justice djiboutienne qui ont validé les décisions de justice françaises par exéquatur. Et là, il y a bizarrement un blocage dans l'exécution de l'exéquatur. Donc, je vous prie de nous ramener la petite Lia. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est toujours sur RCN 90.7. On vient d'entendre la voix, le message de Samatar Osman qui a terminé par ces mots forts. Je vous prie de ramener la petite Lia. Globalement, sur son témoignage, qu'est-ce que tu as à dire, Gabin ? Pour revenir, déjà, le remercier. Parce que c'est devenu un ami, un frère. C'est vraiment quelqu'un d'important dans notre vie. Il a rien demandé en retour. Il nous a aidés, il nous aide tous les jours. C'est notre notre pilier sur qui on peut se reposer. Parce que je vous mens pas que c'est vraiment compliqué le contexte familial. Moi, mes parents sont dans un état. Ils se sont battus, ils continuent à se battre, sauf que moi j'ai la force de la jeunesse, j'ai eu des parents qui m'ont aimé, qui m'ont éduqué, qui ont fait l'homme que je suis aujourd'hui, qui arrivent à tenir. Mais mes parents, c'est les grands-parents, et il faut pas oublier le rôle des grands-parents avec un enfant. Et à l'heure actuelle, eux, ils n'ont pas de nouvelles de ma fille. Et ils sont pas allés à Djibouti en 2022. Ça veut dire que là, ça va faire 3 ans qu'ils ne l'ont pas vue. Et à un moment donné, on peut pas vivre comme ça. Et Samatar, ce qu'il expliquait à la fin de cette vidéo, ce serait que peut-être que le président de la République irait à Djibouti pour le Nouvel An. Oui, même moi, je suis prêt à discuter avec le président de la République et je suis prêt à lui demander son aide pour qu'il récupère ma fille. Aujourd'hui, tu aimerais solennellement t'adresser au président de la République, Clairement. En tout cas lui envoyer ce message. Oui. Il est au courant. Quand
avec des merveilleux conseils que j'ai pu avoir de RCN il y a 1 an et demi maintenant. On m'avait dit de pourquoi pas contacter Brigitte Macron, qui a un intérêt apparemment, l'enfant, c'était un peu son combat personnel en tant que première dame. Et du coup, je l'ai contacté par courrier et on a eu une réponse du chef de cabinet d'Emmanuel Macron et disant que monsieur le président de la République, Emmanuel Macron, était au courant en personne. Donc à partir de là, je fais un appel solennel et je demande l'aide du président de la République. Et ce que je lui demande, je pense que c'est pas énorme, hein. Je lui demande juste d'appliquer une décision de justice et de contacter Djibouti pour qu'eux-mêmes appliquent cette décision de justice et pour respecter les accords bilatéraux qui existent entre la France et Djibouti, ni plus ni moins. Tu as réussi à mobiliser pas mal de soutien autour de ta cause. C'est quoi tes objectifs et quels sont les objectifs du comité de soutien aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues pour continuer à, entre guillemets, faire pression? Oui, déjà, revenir sur ce qui nous fait aussi survivre, c'est de voir la communauté autour de nous qui se bouge, qui se mobilise, qui partage sur les réseaux sociaux. On a des soutiens, c'est indéniable, et je les en remercie du fond du cœur. Les professionnels de la protection de l'enfance qui se sont bougés. Je pense à Sylvain Lautier, le coach du SLUC Nancy Basket, qui a créé une cagnotte Litchi. Pour me venir en aide, pour nous venir en aide, notre famille financièrement. Pour les frais d'avocat, parce etc. que ce qui est compliqué, c'est que la protection juridique promet mondes et merveilles, mais ne rembourse rien, alors qu'il y a un enlèvement d'enfants. Et à l'heure actuelle, ce qu'on me demande pour aller à Djibouti, si je repars là-bas, si j'exclus toute menace, et si je repars là-bas, il faut payer un avocat qui se déplace. Il faut payer sûrement peut-être une milice privée parce que l'ambassade de France refuse de me protéger et ça coûte des milliers d'euros et moi je suis qu'un simple éducateur. Donc la cagnotte Litchi qui a été faite par Sylvain Lautier, c'est beau de voir ça. Je leur remercie du fond du cœur et je remercie mes parents, ma famille, tous mes proches qui partagent en boucle sur les réseaux sociaux, ceux qui ont participé à la cagnotte. C'est que ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'on n'est pas seul. C'est que l'union fait la force, quoi. C'est beau. Il y a 1 an et demi, tu avais mentionné quelques inquiétudes concernant le développement de Lia, ta fille, notamment un retard de langage qu'elle avait selon toi. Est-ce que tu as eu des nouvelles par rapport à cette situation-là? Et puis comment tu envisages sa réintégration en France et sa réconciliation avec la famille paternelle si la décision de justice, bien sûr, est exécutée? Il faut se projeter, c'est clair. Moi, je me suis toujours projeté. Je me suis toujours fixé comme objectif de me dire que je perdrai pas. On va gagner, on va la récupérer. Mais dans quelles conditions on va la récupérer? Ça m'interpelle. Il y a une diabolisation de ma famille. À la télé, il y a eu une diabolisation de ma famille et de moi en tant que père. À la télé djiboutienne, oui. Il y a eu une diabolisation de moi en tant que père et une manipulation, vous voyez, vis-à-vis de ma fille. Et je ne sais pas dans quelles conditions je vais pouvoir la récupérer. Et quand je parlais de retard de langage, de motricité, c'est même pas moi qui l'ai inventé, c'est que moi je l'ai constaté quand je l'avais au téléphone, mais c'est surtout qu'en fait au départ l'école Dolto, la première année, j'ai une maîtresse qui m'a contacté par mail et tout ça j'ai les preuves, qui me parlait de coordination motrice pas assez développée, un retard de langage, d'orthophonie. Donc là, ça fait beaucoup. Et quand j'ai l'ex-mari, parce qu'elle s'est mariée, hein, elle s'est mariée au bout de 6 semaines. Donc en fait, voilà. Et elle a divorcé. Elle a divorcé 4 semaines après. Donc dans l'histoire du je viens à Djibouti pour créer mon business, c'est totalement faux. C'est que voilà, le marié, je l'ai eu, et c'est le marié qui m'explique que ma fille, elle est éduquée avec une tablette. Une tablette. C'est pas ma vision d'éducateur, c'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. Et pour conclure cette émission, Gabin, si Lia revient, comment tu prévois de gérer la relation avec sa mère pour préserver son équilibre? Il y a 1 an et demi, tu nous disais que ton but n'est pas de le couper des relations avec sa mère, mais plutôt de récupérer ta fille parce que c'est ton droit selon la justice et pour aussi son bien. Comment tu prévois de gérer ça? Est-ce que ta position a changé depuis?
Ma position, elle reste toujours la même. Ça veut dire que c'est la maman. Moi, j'ai jamais souhaité et je ne souhaiterai jamais couper les liens entre la maman et son enfant. Donc moi en tant qu'éducateur, je peux pas dire bah non, je vais couper tout lien et ma fille elle va passer de 3 ans avec sa maman qu'avec son papa. C'est pas possible. Après, il y a des décisions de justice. J'ai la garde exclusive, donc c'est à elle de s'orienter vers la justice française et de faire appliquer son droit. Et moi, je ferai appliquer que le droit, tout simplement. Donc, je vais pas l'empêcher de voir sa maman, mais il y a des décisions de justice qui ont été prononcées et à partir de là, faut les appliquer tout simplement. Et j'ai pourtant négocier, tenter de concilier. Mon père a de multiples reprises a appelé sans cesse la mère de ma fille pour trouver une solution. À l'amiable. À l'amiable. Elle a rien voulu entendre. C'était comme ça, pas autrement. Et encore récemment, j'étais en camp éducatif avec des enfants à Annecy et j'étais avec mes collègues au téléphone, avec la mère de ma fille au téléphone. Mes collègues étaient à côté de moi et elle m'a dit « Mais gamin, t'as pas compris ? Tu pourras faire tout ce que tu veux. Je lâcherai rien. Ta fille, tu la reverras quand elle aura 18 ans. » Est-ce qu'une mère digne de ce nom est capable de prononcer des phrases aussi abjectes ? C'est ça qui m'interpelle. Et pour terminer, Gabin, est-ce que tu as un message à adresser ? Il y a peut-être d'autres parents qui sont confrontés à des situations similaires à la tienne. Et un mot pour ta fille si jamais elle tombe sur cette émission. Je pense que d'un point de vue global et mondial, il est temps de bousculer l'ordre établi vis-à-vis des enlèvements d'enfants, parce que personne n'agit concernant les enlèvements d'enfants. Moi, c'est un cas exceptionnel. J'ai réussi à obtenir une exéquatur et il y a des accords bilatéraux entre les deux pays. Mais avec d'autres pays, je prends des cas au Japon, je prends des cas en Russie, de personnes avec qui j'ai partagé beaucoup d'émotions parce que leurs enfants aussi ont été enlevés. On est nombreux, et personne ne nous entend. Et moi, j'ai envie qu'une personne m'entende, c'est ma fille. Je veux que Lia, tu saches que je suis là pour toi, que je t'aime plus que tout au monde, que je ne t'ai pas abandonné. Et j'espère que quand tu grandiras, tu verras tout ce qui a été fait pour que tu puisses revoir ta famille et ton papa. Merci beaucoup Gabin, merci d'avoir pris le temps de nous partager ton histoire aujourd'hui. On se tiendra informé avec RCN de la suite et tu es toujours le bienvenu sur notre plateau comme tu le sais. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. RCN, www.rcn-radio.org